Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse des demi-finales. Alors oui, cette vidéo elle sort un petit peu plus tard que d'habitude, parce que pour ceux qui suivent sur Insta, ils le savent, je me suis fait opérer hier au moment où je tourne la vidéo et au moment où cette vidéo sort, à savoir le mardi 24 juin, je me suis fait opérer d'une pubalgie. Juste pour vous donner rapidement des nouvelles, ça va beaucoup mieux, les médocs font effet, les pansements font effet, je vais pouvoir commencer ma rééducation normalement dans les temps. Enfin bref, assez parlé de moi, on va attaquer le vif du sujet avec la première demi-finale qui s'est jouée vendredi soir à Lyon. C'était Toulouse qui accueillait en quelque sorte Bayonne. Bon, sur la première mi-temps, Toulouse domine les Bayonnais parce que ils occupent beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de jeux dans le camp bayonnais que dans le camp toulousain et ça se concrétise par deux essais qui sont marqués plus ou moins logiquement. Sur le premier essai, il y a d'abord une magnifique combinaison avec un temps de jeu qui est travaillé après touche, où les Toulousains vont d'abord faire une cellule d'avant après cette touche, en laissant les sauteurs et tous ceux qui ont participé activement à cette touche dans le côté fermé. Inversion de Graou avec Flamand bien positionné qui donne à Malia. D'ailleurs pour moi il est en avant, mais bon, on en reparlera plus tard. Et après, avec la classe de Malia, il trouve Ntamak et ça fait le premier essai. Et sur le deuxième essai, c'est clairement une erreur de défense de la part de Bayonne. Sur toute l'action, ils sont en retard, ils ont du mal à se replacer. Et après, on voit que ça converge un peu trop facilement avec notamment Mori qui vient aider son paquet d'avant et donc Spring qui est obligé de faire pareil et les Toulousains l'ont parfaitement vu et on connaît leur qualité sur le jeu extérieur, ça n'a pas manqué. Ils ont marqué avec Graou parce que ils ont pu jouer sur les extérieurs avant de faire un retour intérieur sur Paul Graou. Mais cependant, il y a quand même un petit écart à la pause de 5 points seulement parce que les Toulousains, dès que ça allait dans leur camp, ils étaient indisciplinés. Et donc, avec un Joris second des grands soirs au tir au but, ça a permis d'enquiller 5 pénalités pendant cette première mi-temps. Et les Toulousains, globalement, sur cette première mi-temps, mais aussi sur tout le match, je trouvais qu'ils ont un peu balbutié leur rugby. On le sait que depuis quelques semaines, Toulouse a un petit peu de mal dans la continuité, un petit peu de mal à être aussi fluide que les saisons précédentes. Et c'est normal parce que c'est sûrement le contre-coup déjà de toutes les blessures qu'il y a eu cette saison et de la saison précédente qui était interminable avec le nombre d'internationaux qu'ils ont eu pendant la Coupe du Monde. Après, il y a eu le titre en Champions Cup, puis le titre en Top 14. Forcément, ça fait que l'année suivante, t'es un peu moins bien. Parce qu'après, j'ai pas trouvé que c'était grâce à leur jeu qu'ils investissaient beaucoup le camp de Bayonne. Alors oui, en partie, mais aussi parce que Bayonne, dès qu'ils marquaient des points, les réceptions, elles étaient gâchées derrière. Entre les en avant, les pénalités, je crois qu'il y a eu 3 réceptions au moins qui ont été gâchées, qui ont permis à Toulouse de marquer des points. Et pour finir sur cette première mi-temps, j'ai parlé donc de l'arbitrage. Et je trouve que sur cette première mi-temps, il y a plusieurs cas d'arbitrage qui posent question. Alors d'abord, j'en ai déjà un peu parlé, mais il y a cette passe de Flamand pour Malia. Elle est très limite. Je peux comprendre qu'il soit accordé, mais en même temps qu'il n'y ait pas d'arbitrage vidéo, ça me semble bizarre. J'aurais bien aimé qu'elle soit au moins checkée parce que effectivement on sait pas trop la vue comme ça avec les calculs ralentis qu'on a, mais j'aurais bien aimé qu'elle soit checkée. Tout comme le plaquage à retardement sur Swan Cormenier de la part de Josh Brennan. Pareil, c'est un geste qui peut être potentiellement très pénalisable parce qu'il peut faire très mal à Swan Cormenier et d'ailleurs il a eu très mal pendant la rencontre et il a été obligé de sortir à la mi-temps. Et après la dernière décision contre les Bayonnais que j'ai trouvé bizarre, c'est que à un moment il y a une chandelle. Spring est clairement percuté par un joueur toulousain et pareil, pas de faute, alors que c'était clairement une escorte. Je crois que c'est Kinghorn qui le fait très bien et qui permet à Ramos d'être tranquille. Je trouve que c'est un peu bizarre. Mais de l'autre côté aussi, il y a clairement un plaquage de Makala sur Barassi qui l'amène en touche alors que Barassi est déjà plaqué. On voit que Makala plonge sur Barassi et après la grippe, on va dire, au niveau du cou. Je trouve que ça aurait mérité une vérification à la vidéo parce que pour moi, c'est un geste qui peut être très pénalisable aussi. Enfin bon, maintenant passons plutôt à la deuxième mi-temps. Et je pense que les Bayonnais, ils pouvaient y croire, clairement, surtout après le jaune de Marchand. Parce que cette action-là, elle est très positive. Elle pouvait amener un essai s'il n'y avait pas cette faute. Et ça venait peut-être conclure une petite domination de la part de Bayonne. Une légère domination. Mais cependant, ils prennent les points. Et puis après, juste derrière, ils ont une occasion, pareil, de reprendre les points alors que Toulouse avait pris un peu le large. Mais ils ne le font pas. Ils préfèrent aller en touche à la 63e. Alors que la touche était, on va dire, moyenne sur ce match-là. Et comme la semaine dernière face à Clermont, ils ont perdu la touche sur ce lancer à 5 mètres de l'embut. Et je pense que si Bayonne marquait là, le scénario de la fin de match aurait pu être beaucoup plus tendu que ce qui n'a été le cas vendredi. Mais bon, après, il faut quand même rappeler que Toulouse a eu une énorme défense durant tout le match. Il y a eu 101 plaquages réussis pour seulement 18 manqués. Et puis il n'y a quasiment eu aucun décalage qui a été fait, à part cette fameuse action où Julien Marchand prend un jaune à la fin. Il n'y a pas eu de vrai franchissement. Et aussi, forcément, Esteban Capilla qui perce en fin de match et qui permet
quelques temps de jeu plus tard et une pénalité plus tard, à Lucas Martin de marquer. Mais à part ça, il n'y a rien eu pendant 80 minutes. Le dernier aspect qui a fait que Toulouse a pu plus ou moins facilement gagner ce match, c'est la mêlée, parce que la mêlée toulousaine a vraiment dominé celle de Bayonne, et ça a permis régulièrement à Thomas Ramos de marquer des points, notamment la toute première pénalité en faveur de Toulouse, c'est une faute en mêlée. Bref, Toulouse se qualifie pour la finale une énième fois depuis Hugo Mola. Bref, sur le match, c'est mérité. Maintenant, on va voir ce que ça va donner face à l'UBB. L'UBB qui jouait contre Toulon, cette deuxième demi-finale, samedi soir, toujours à Lyon. Bon, sur la première mi-temps, je trouve que Toulon, notamment au tout début de match, ils ont beaucoup d'avancées franches. Il y a d'abord Melvin Jaminet qui perce sur une relance, mais une action qui ne donnera rien. Après, il y a Sitareki Twikouvou, pareil, qui perce et qui se retrouve un peu seul et qui met une énorme percussion à Buros. Et enfin, il y a cet essai en toute fin de mi-temps, avec une percée de Garbissi qui amène l'essai de Fainganoku. Mais je trouve que malgré du coup cette petite domination territoriale de la part des Toulonnais, ils ont été pas assez réalistes. Alors que Bordeaux, c'est 2 possessions dans les 22 mètres pour 2 essais. En plus, il y a eu un ballon porté qui a été enterré dans un but. Enfin, ça fait beaucoup pour Toulon et je pense qu'ils peuvent le regretter parce que quand on voit la deuxième période qui a été faite, c'est sûr qu'avec au moins une ou deux réalisations, ça aurait pas été le même match. Côté UBB, sur cette première mi-temps, globalement, on a beaucoup usé du jeu au pied. Beaucoup d'occupation de la part de Lucu, Jalibert et Buros, comme on voit souvent du côté de l'UBB. Et ça a plutôt marché parce que, à part Jaminet, il n'y avait pas grand monde du côté de Toulon qui avait de la longueur. Serein n'a pas eu un bon jeu au pied, je trouve. Garbissi non plus. Il se reposait trop sur Jaminet. Et le pauvre, il peut pas tout faire non plus. Mais bon, ce match, il s'est vraiment joué après la pause, où entre la 43e et la 55e minute, Bordeaux a ultra accéléré. Ils ont vraiment beaucoup fatigué les Toulonnais devant, en les faisant beaucoup courir, et aussi en gagnant la bataille des rucks. J'ai rarement vu l'UBB aussi forte dans les rucks. En tout cas, je trouve que là, depuis quelques mois, et notamment les matchs de phase finale, ils montent en puissance là-dessus. Alors que d'habitude, c'est plutôt Toulon qui est fort sur cet aspect-là du jeu, mais là, ils se sont fait manger. Et je trouve qu'il y a un petit moment précis dans cette période de domination bordelaise qui fait que Toulon ne reviendra plus dans ce match. C'est que il y a le deuxième essai de Lamotte et le premier de cette seconde mi-temps qui est inscrit à la 43e minute. Juste derrière, Jaminet a l'occasion de marquer des points pour laisser Toulon dans le coup, mais Jaminet la manque. Et juste derrière, il y a 2 autres essais qui viennent tuer le suspense. Et je pense que, encore une fois, si Toulon avait réussi à mettre cette pénalité comme s'ils avaient réussi à marquer, ça aurait pas été le même match. On n'aurait pas vu une aussi grosse domination de la part de Bordeaux. Même si je pense qu'ils auraient fini par gagner parce qu'ils étaient plus frais physiquement. D'ailleurs, Sanzel, il le dit très bien en interview d'après-match, que le match contre Castres en barrage les a beaucoup fatigués et on a vu la différence. Les avants toulonnais avaient vraiment du mal dans le replacement, j'ai trouvé, et ça me faisait légèrement penser, dans d'autres circonstances, au match au Vélodrome contre Toulouse, où là pareil, ils étaient crevés, ils avaient du mal à se déplacer, et malheureusement, ils ne pouvaient pas suivre la cadence imprimée par leur adversaire. Mais bon, au moins ils finissent sur une note positive, ils ont trouvé les ressources pour marquer 2 essais, le score était fait, donc ils n'ont pas servi à grand chose, mais Twikouvou et Gigashvili, au moins ils ont pu marquer pour réduire un peu le score. Et du coup, côté UBB, c'est une deuxième finale de suite avec beaucoup plus de confiance cette fois-ci et beaucoup plus de fraîcheur que l'an dernier. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais bref, je vais vous en parler plus tard dans le prono. Et avant de parler du prono, comme d'habitude, je vais faire mes tops et mes flops. Là, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a eu que 2 matchs, donc je vais faire 3 et 3. C'est-à-dire 3 joueurs d'un match et 3 joueurs d'un autre match. Bon, pour les tops toulousains, d'abord, je vais parler de Thomas Ramos. Bon, dans le jeu, il n'a pas été flamboyant, mais tout ce qu'il a fait, c'était propre. Et puis, quand tu as une arme aussi efficace face aux perches, ça te permet de gagner des matchs. Et c'est pas la première fois que Thomas Ramos fait gagner Toulouse en phase finale. Et là, son 8 sur 8 au pied, il a clairement permis de remporter cette rencontre assez facilement, alors que c'était un match qui était plutôt engagé. Le deuxième top, c'est Jack Willis, tout simplement pour son activité dans les rucks, que ce soit au plaquage ou dans les rucks, comme je disais, il a gratté 2 ballons, il me semble, et puis il a été pénible. Jack Willis a fait une énorme performance, et ça faisait quelques temps qu'on l'avait pas vu aussi fort. Et enfin, le dernier joueur dont je vais parler pour ce match, cette fois-ci c'est un flop, c'est Luc Tadji, le pilier bayonnais. En fait, il s'est fait plutôt ouvrir en mêlée. Bon, c'était pas beaucoup mieux quand les remplaçants sont rentrés, mais bon, lui, en tout cas, s'est fait ouvrir face à Rodrignetti. Et puis même dans le jeu, ce qui est d'habitude sa force, là, il a commis plusieurs fautes de main qui n'ont pas permis à Bayonne d'enchaîner. Et c'est dommage parce que, en l'absence de Tevita Tatafou, ils avaient besoin d'un pilier droit comme Tadji, mobile, puissant. Et malheureusement, il a un peu raté son match. On passe maintenant à l'autre match, du coup, avec d'abord le top que je vais sortir de ce match facilement. C'est Maxime Lamotte. Bon, pour son triplé d'une part, parce que c'est le premier
joueur à mettre un triplé en phase finale top 14, et ça c'est quand même impressionnant, mais aussi pour son activité. La touche a été plutôt précise à Bordeaux quand il était là. En défense, on l'a vu mettre des beaux plaquages, notamment j'en ai un en tête sur Lévis Ledlam. Et puis pour son activité, on l'a vu, il sait courir, voilà, il est partout et il est en train de monter en puissance. Et ça m'étonnerait pas que Fabien Galtier le convoque parmi les 5 ou 6 finalistes qui iraient en Nouvelle-Zélande. Et pour les flops, du coup, je vais choisir 2 Toulonnais. Le premier, c'est donc Lévis Ledlam. Parce que dans le combat, je l'ai trouvé pas bon, je l'ai trouvé fatigué, à l'image du paquet d'avant toulonnais en somme. Et puis j'ai trouvé qu'il a beaucoup reculé à l'impact. Il a notamment 2 plaquages offensifs bordelais en tête, celui de Lamotte dont je viens de parler, et un autre de Cyril Cazot après une touche à 15 mètres. Alors que d'habitude, le combat, c'est son point fort, et là, ça n'a pas été le cas ce samedi soir. Et le dernier flop, c'est Jean-Baptiste Gros, parce que je le trouve moins bon en ce moment, je le trouve moins frais, sûrement dû au fait qu'il enchaîne beaucoup depuis le tournoi à destination et depuis son retour de blessure, et que il a eu un niveau de performance notamment pendant le tournoi qui était assez haut, et c'est forcément difficile d'enchaîner. Il n'a pas non plus fait un mauvais match, mais tu le vois plus comme tu l'avais vu pendant le tournoi ou même pendant la tournée avec les Bleus. Maintenant, il est temps de parler du pronostic pour la finale. On a d'abord un Toulouse habitué de ce genre de rencontre. Champion d'Europe en 2024, champion de France en 2024 et en 2023. Enfin, depuis que Mola est là, ils ont gagné je ne sais pas combien de trophées, au moins 6. Mais le problème, c'est que Toulouse arrive fatigué. À l'image d'un Romain Ntamak qui joue sur une jambe en ce moment, et il le dit lui-même qu'il en a juste marre, il a envie que cette saison se termine pour qu'il puisse enfin se soigner. Et Toulouse arrive donc fatigué, peut-être en manque de confiance, et c'est étonnant de dire ça, alors que l'équipe a roulé sur le championnat toute la saison. Mais je pense que les phases finales de Champions Cup et ce match contre Bayonne n'ont pas rassuré cette équipe toulousaine. On sait aussi qu'il y a plusieurs cadres qui manquent, évidemment Antoine Dupont, évidemment Peato Movaca, évidemment Ange Capozzo. Alors oui, ils sont substituables, mais bon, Paul Graou a fait un bon match, mais ce n'est pas Antoine Dupont. Et le problème, c'est que je pense que ce manque de leader, parce que même quand il y a passé de leader, il y a Thomas Ramos qui est là et heureusement, il y a Jack Willis qui est là et heureusement, mais Romain Ntamak qui est un leader aussi, malheureusement, il joue pas à 100%. Alors qu'en face, l'UBB, elle arrive plus fraîche que l'an dernier, où l'an dernier ils étaient contents d'arriver en phase finale parce qu'il y a une saison où pareil ils ont un peu mal géré leur effectif, les joueurs étaient pas du tout frais physiquement et étaient au contraire, ils avaient juste envie, c'est de jouer cette finale pour dire on a joué la finale mais sans pouvoir rivaliser avec Toulouse. Alors que là, cette année, ils sont là, ils sont frais j'ai l'impression. Là, contre Toulouse, ils ont maîtrisé leur match, mine de rien, en accélérant quand il fallait. Et puis après, dès qu'ils avaient pris le score, ils ont ralenti, les cadres sont sortis. Et même si Toulon marquait des essais, c'était pas grave. Ils arrivent en confiance. Ils ont ce titre de Champions Cup qui leur a permis donc de décrocher le premier titre du club. Et également, il y a quelque chose d'assez historique à aller chercher, c'est un quadruplé. Parce qu'il y a donc la Champions Cup, les féminines avec les Lions du Stade Bordelais qui ont remporté l'Elite 1, les espoirs qui ont gagné le championnat de France Elite Réchelle, et maintenant il manque le Brennus. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'enjeux dans cette finale pour Bordeaux, et je pense qu'ils vont être revigorés mentalement et physiquement, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Et donc pour ça, je pense que Bordeaux sera champion de France. Après, Toulouse, en finale, ça reste quand même un sacré client. Je crois que sur 7 finales jouées en 20 ans, ils ont perdu 0 en top 14. Et puis même en Champions Cup, on l'a vu, ils ont joué en 2021 contre La Rochelle, ils ont gagné. Ils ont joué en 2024 contre le Leinster, ils ont gagné. Donc c'est une véritable machine ce Toulouse en finale. C'est pour ça que même si je vois Bordeaux champion, je pense que Toulouse aura son mot à dire et ce sera peut-être pas aussi déséquilibré que ce que certains médias ou certains amateurs de rugby peuvent laisser entendre. Moi je vois un scénario à peu près comme le Toulouse-La Rochelle de 2023, sauf que cette fois-ci Toulouse perd. Donc voilà, un match ultra serré. Je crois que Toulouse-La Rochelle ça se termine à 1 ou 2 points de mémoire. Là pareil, pour moi ça va se terminer de pas beaucoup, de pas grand chose, et ça va se jouer à une réussite d'un buteur, à des lancers en touche, la conquête, etc. Bref, tout ce qui forme la base du rugby et pas forcément sur un niveau de jeu qui va être d'un écart énorme comme ça a pu être le cas l'an dernier. Enfin bref, cette analyse des demi-finales est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et sachez que moi je serai au Stade de France pour supporter l'UBB parce que je suis supporter aussi de l'UBB. Si vous me voyez, n'hésitez pas à me faire un coucou. Je serai sûrement en béquille à cause de mon opération. Enfin voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, mettre un like, partager la vidéo, mettre la cloche et m'écrire un commentaire. C'est des petits gestes moi qui m'aident pour la chaîne, pour le développement.
et ça vous prend littéralement 20 secondes. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Bourrichon, ciao ciao.